Bonjour et bienvenue sur la chaîne Orchidée. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous dans un nouvel audio pour analyser la série Salma, notamment l'épisode 26 qui est le dernier épisode de la saison 1. Cette analyse m'a été demandée par quelques-unes d'entre vous et c'est vrai que c'est une série que j'apprécie aussi également, donc je me lance pour faire une analyse de ce dernier épisode. Tout d'abord, je vais m'appesantir sur le cas de Moulay. Moulay dont on en apprend plus par rapport à son enfance. Moulay qui met l'accent sur un point important qui explique que la prison est tout d'abord mentale. Et je suis totalement d'accord avec lui, on s'enferme souvent dans certains schémas mentalement. Et justement, Moulay est un enfant abandonné, un enfant de la rue, qui a subi des sévices. Il dit être le monstre que la société s'est tant attelée à créer. Il soulève un vrai problème de société au Sénégal. C'est bien que Kim Victus ait mis l'accent sur ce point, les enfants de la rue. Et justement, dans cet épisode, on voit tout ce qui lui est arrivé étant enfant et qui l'a mené à devenir cet adulte violent, qui ne respecte pas forcément les femmes, qui est très possessif, qui se sert d'autrui pour arriver à ses fins. Son t-shirt rouge bordeaux en prison, que l'on retrouve aussi sur le foulard de Khadija, la tante de Bachir, qui recouvre donc sa tête, est d'une couleur, donc le rouge bordeaux, qui fait référence à la colère. Et cette colère, on peut l'associer à son enfance traumatisante. Et également, cette couleur rouge bordeaux peut nous faire également penser à l'enfer. Et un autre élément qui me fait penser au thème de l'enfer, qui peut être mental ou alors d'un point de vue religieux, on peut penser à l'enfer, ce sont les deux gardiens de prison qui sont en arrière-plan, derrière Moulay. Donc ils sont derrière lui comme deux êtres spirituels qui sont en train de siéger aux portes de l'enfer pour l'accueillir. Et ce rouge bordeaux correspond aussi au sang et à la bataille. Et le mot bataille est un mot qui correspond parfaitement au contexte, puisque Khadija, la tante de Bachir, vient pour s'allier à lui dans le but de détruire Salma, le couple de Salma. Décidément, que ce soit Shema Rudi ou Invictus, les Khadija ont toujours le mauvais rôle. Dans cette scène, la luminosité a attiré mon attention également. La lumière qui se reflète sur le mur au fond crée une ombre en forme de pente et la lumière s'estompe progressivement pour laisser place à l'obscurité de la gauche vers la droite, ce qui donne l'illusion d'une pente à dévaler, d'une descente vers un souterrain. Et ça, pour moi, c'est comme si c'était pour illustrer encore une fois de cette descente aux enfers dans laquelle l'enfance atroce de Moulay l'a plongé. Bien que ce ne soit pas une fatalité, selon moi, d'avoir eu une enfance traumatisante, étant donné que beaucoup de personnes, malgré qu'elles aient connu des enfances difficiles, ça ne les empêche pas par la suite de se construire et de devenir équilibrés une fois adultes. Donc cette scène est aussi intéressante à analyser car au niveau du corps de Moulay, c'est comme si l'ombre produite séparait en deux le corps de ce dernier. Donc sa tête et sa nuque sont dans la pénombre et le reste de son corps est éclairé par le soleil, comme pour mettre en évidence son état défaillant psychologique, bien que physiquement il paraisse en pleine possession de tous ses moyens. Cela montre donc que ses fonctions vitales sont opérationnelles, mais son enfance a plongé son esprit dans l'obscurité la plus totale. Ainsi, son état peut faire penser à de la psychopathie, à un trouble psychique qui enlève au cerveau humain toute compassion, ça peut rendre insensible aux autres, et ça induit un contrôle de soi limité, des comportements antisociaux. Et cette obscurité au niveau de la tête, justement, de Moulay, illustre selon moi cet état qui pourrait correspondre à cet état psychologique que je viens de décrire. Et quant à Khadija, l'obscurité débute de sa tête jusqu'au début
de son ventre qui lui est éclairé. Donc selon moi, ce n'est pas anodin et ça correspond totalement à son côté manipulateur et dangereux envers son entourage, même envers sa famille, hein. Et en même temps, elle est prête à tout pour sa fille, qui est le fruit de ses entrailles, d'où la luminosité à ce niveau. Donc c'est juste le fait qu'elle soit maman qui, à nos yeux, lui donne un reste d'humanité simplement. Parce qu'au vu de ce qu'elle a fait tout au long de la série, on peut constater bien entendu que son humanité est quand même assez biaisée. Et donc le haut de son corps est plongé dans l'obscurité jusqu'à son ventre qui est éclairé. Et cela dénote de ce clivage qu'il y a en elle entre son statut de mère et l'affection qu'elle a pour sa fille et les plans qu'elle met en place pour monter au sommet, quitte à détruire une autre femme et s'associer à un malfrat. Et même son amour maternel, on peut vraiment le remettre en question parce qu'elle se sert de sa fille, elle lui ordonne des choses, elle la manipule, elle l'entraîne dans ses plans calamiteux pour détruire une autre femme. Donc quel exemple même elle donne à sa fille, hein. Donc même son rôle de mère ici est largement remis en question. C'est juste révoltant, hein, je ne souhaite à personne d'avoir une telle mère. Et donc là on est face à deux personnages dénués d'empathie qui selon moi encore illustrés par la scène qui suit, juste dans laquelle on voit une sculpture d'un corps sans tête. Et cette sculpture, selon moi, il y a eu un zoom sur celle-ci comme pour illustrer du fait que leurs actes néfastes n'affectent en rien leur conscience et que leurs limites sont hors du commun des mortels en fait, hein. Et là, Bachir entre en scène face à la mer. Et cette fois, contrairement aux deux gardiens qui se tenaient derrière Moulay et qui faisaient penser à l'enfer, là, l'homme en lien avec Bachir est plutôt d'une apparence angélique qui a été présent tout au long de la série, de cette saison, pour protéger Salma. Contrairement aux gardiens de prison, il n'est pas en retrait et il n'est pas dans l'obscurité. Il fait face à Bachir sur son cheval blanc. Et les chevaux blancs sont montés par les héros ou les divinités lorsqu'ils triomphent des forces du mal. Ces chevaux-là blancs, on les retrouve également à l'entrée, comme vous pouvez le voir sur les images, on les retrouve également à l'entrée de la maison de Bachir lorsque les gardes du corps, qui sont mal intentionnés et à la solde de Khadija, complotent. On voit aussi ces chevaux blancs lorsque Bachir s'en va pour chevaucher sa moto, comme s'il s'agissait aussi d'un cheval. Les chevaux blancs donc symbolisent aussi la fin du monde, et là en l'occurrence c'est la fin d'un monde, puisque plus tard on voit que les choses vont s'aggraver entre Salma et Bachir. On peut aussi faire un parallèle avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui représentent la mort, la guerre, la conquête, la famine, et là dans cette scène, son rêve ou son cauchemar, selon notre vision. On constate que cet homme, ce vieillard qui est face à lui, a l'ascendant sur Bachir, et Bachir est filmé en plongée, c'est-à-dire que la caméra est placée au-dessus de lui pour mettre en évidence le sentiment d'écrasement, d'infériorité et d'impuissance qu'il ressent à ce moment précis. Et son réveil en sursaut démontre bien que ce rêve était poignant pour lui. On peut se douter que durant ce rêve, son sentiment d'impuissance s'est caractérisé par également une sensation de paralysie. Il l'a aussi vécu comme un avertissement par rapport au mauvais traitement qu'il réserve si souvent à Salma, et il pourrait très vite donc se retrouver la tête sous l'eau, au sens figuré et illustré ici par la piscine dans laquelle il se trouve, et son comportement donc pourrait gâcher totalement son mariage s'il ne se ressaisit pas vite. D'ailleurs, Salma a été ferme à ce sujet dans l'épisode précédent et on va revenir sur le cas de Salma plus tard. Donc cet homme, ce vieillard, dit à Bachir, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en toi que tu vois de l'obscurité partout. Cette phrase dite par le vieillard à l'apparence angélique m'a marquée et montre que parfois nous pouvons pointer du doigt la pénombre chez autrui parce que tout simplement cela résonne en nous et fait écho à notre propre obscurité et peut parfois biaiser notre discernement en jugeant sévèrement
à tort et à travers des aspects chez autrui qui, selon notre état actuel, paraissent sombres juste parce que nous n'avons pas réglé notre éclairage intérieur tout simplement. Et comme lorsque l'on décide d'utiliser une lampe torche, notre regard et notre attention se portent vers la lumière, vers les endroits éclairés pour mieux avancer et non vers la zone plongée dans l'obscurité. C'est ainsi que parfois on devrait poser le regard sur les choses et sur nous-mêmes plutôt que de voir toujours le côté sombre et des fois s'inventer des côtés sombres. Et ce serait effectivement contre-productif et absurde d'allumer une lampe torche ou une bougie pour mieux voir et de s'obstiner à fixer uniquement la pénombre qui peut être présente à ce moment précis. Et justement, Salma est une femme lumineuse, souriante, douce, qui a réussi à combattre son côté sombre qui était son addiction grâce à l'aide à l'investissement de Bachir, certes. C'est tout à son honneur, c'est tout à l'honneur de Bachir, mais elle a aussi grâce à sa volonté personnelle et sa force de caractère, elle a aussi réussi à combattre cette addiction. C'est pas Bachir qui a fait tout le travail, même s'il y a largement contribué, ça on ne peut pas le nier. Et donc le fait qu'il s'apesantisse toujours sur cette obscurité-là, qu'il a pu voir à une certaine période en Salma, par manque de confiance en elle, toujours rebondir sur celle-ci, montre effectivement que lui, il a allumé sa bougie ou sa lampe torche, mais au lieu de se focaliser sur la lumière pour avancer, il se focalise sur la pénombre qui peut se trouver à sa gauche ou à sa droite, plutôt que de regarder droit devant lui. Et le tableau qui se trouve sur le mur de leur chambre illustre parfaitement la relation. Le côté bleu du tableau, qui est du côté de Bachir, fait référence à son assurance et à la confiance en lui apparente, mais cette confiance et cette assurance apparente sont mises à mal par la personnalité vivante de Salma, sa bonne humeur, sa chaleur, son addiction passée qu'il a consumée comme des flammes et qu'elle a réussi aussi à combattre. Tous ces aspects de Salma sont représentés par la couleur orange de ce tableau, qui est donc cette couleur orange est du côté de Salma. Et les flammes représentées par cette couleur orange font référence à la passion qui les lie et qui est indiscutable, mais qui pourrait les mettre en danger si elle n'est pas maîtrisée, apprivoisée, car on voit que Bachir devient violent verbalement et psychologiquement avec Salma, et Salma met en péril aussi sa santé mentale, son équilibre, car elle a trouvé par ses désaccords et cette part constante entre eux, elle a développé une certaine crainte de Bachir, à tel point qu'elle n'arrive même pas à lui dire des choses qui ne sont même pas graves, elle n'arrive même plus à se confier à lui. Donc la communication est vraiment biaisée et abîmée entre eux. Et ce danger pour leur couple et pour eux, individuellement, est représenté par la zone peinte en rouge sur ce tableau qui sépare les couleurs aux connotations positives qui représentent de part et d'autre chaque conjoint. Et lorsqu'on voit la partie haute de la toile, on y distingue des têtes qui représentent selon moi les personnes autour d'eux qui œuvrent dans l'ombre pour saboter leur union. Le danger qui les guette a donc 3 dimensions selon moi. Premièrement, le danger est intrinsèque en chacun d'eux par leurs démons respectifs avec lesquels ils se battent personnellement. Donc son addiction, son côté cachotier et apeuré, ainsi que son manque de confiance en elle pour Salma, et du côté de Bachir, son impulsivité, sa jalousie maladive, ainsi que son besoin de tout contrôler en permanence. Deuxièmement, le danger se porte également sur le rejaillissement de leur combat intérieur sur la dynamique de leur couple. Et troisièmement, une partie de leur entourage qui veut leur nuire. En même temps, avec un second regard, lorsqu'on se penche sur ce tableau, on distingue des joueurs de musique, plus précisément de saxophone, car le saxophone est un instrument dont on dit qu'il sait faire rire comme il sait faire pleurer. Et cela est en lien avec la dernière phrase que lui dit le vieillard dans son rêve.
Il lui dit « traite-la bien si tu veux un avenir paisible ». Il a donc le choix entre laisser libre cours à ses pulsions et la perdre, ou alors travailler sur lui et bâtir un avenir empreint de paix et de complicité avec Salma. Ces deux avenirs opposés qui sont offerts à lui sont illustrés par ce tableau coloré au-dessus de leur lit, et l'autre tableau qui est du côté de Bachir représente le dilemme auquel fait face Bachir, qui est donc en noir et blanc. C'est un tableau donc qui est en noir et blanc, comme pour illustrer l'avenir donc beaucoup moins radieux qui s'offre à lui, et qu'il pourrait être donc condamné à ne vivre, ou plutôt à survivre uniquement grâce à des souvenirs, à la nostalgie, ce qui engendrera un avenir peu radieux le concernant, puisque en blessant ainsi Salma, il est en train de la perdre totalement. Et ce que j'aime chez Bachir, donc pour le trouver quand même un point positif, c'est son honnêteté. Il dit qu'il reconnaît ouvertement ses erreurs, et notamment face à son ami l'imam Sow, mais le souci c'est qu'il répète constamment ses erreurs bien qu'il parvienne à les identifier. Donc c'est assez étrange, c'est assez embêtant, puisque ça a un impact direct sur Salma. Et Salma n'est pas est entourée de malheur, hein, entourée de malchance. Elle est malheureusement droguée par le garde du corps, Zarko, sous les ordres de Khadija. Et ce que je trouve grossier quand même et peu malin, c'est qu'il ait tout laissé de manière apparente, comme si Salma aurait été assez bête pour se droguer dans sa chambre conjugale, en laissant tout à la vue de Bachir. Donc rien que là, ça aurait dû interpeller Bachir. Et la réaction de Bachir m'a choquée lorsqu'elle se tordait de douleur en tenant son ventre. Il la regardait sans bouger, sans appeler les secours, au lieu de penser au moins à la vie qu'elle portait, bien qu'il soit en colère et dégoûté. Je sais que c'est une fiction, hein, mais cette scène m'a glacé le sang, parce que je me dis que ça arrive, hein, sûrement, hein, de tels comportements, ça arrive tous les jours à plusieurs femmes, j'en suis sûre. Et il faut dire que l'actrice Aïcha Ba est talentueuse aussi. Elle nous emporte presque à en oublier que c'est une fiction, hein. On a envie de rentrer dans l'écran pour secouer Bachir, lui remettre les idées en place, mais aussi pour la secourir, pour la secouer elle aussi un petit peu parfois, verbalement, hein, j'entends quand je dis secouer bien sûr, pour la secouer un petit peu parfois à cause de sa candeur, hein, de sa naïveté parfois, de sa passivité un petit peu, et pour lui donner un conteneur de Kleenex aussi, parce qu'au niveau des larmes, elle peut être dans le Guinness record, franchement. Je crois que c'est le personnage féminin sénégalais qui a le plus pleuré dans une série. En revenir à Bachir, on voit que sa conscience le travaille encore au-delà de ses rêves, puisque lorsqu'il apprend la perte de leur enfant, en rentrant chez eux, il s'effondre en se revoyant lui-même si froid, si insensible face à Salma, qui demandait de l'aide et qui était en train de perdre le bébé. Et durant cette poignante scène où l'on voit Bachir s'effondrer, on entend un morceau, hein, qui est joué dans cette scène, on entend des notes de saxophone. Et ça me rappelle justement le tableau que j'ai évoqué précédemment, qui est accroché au-dessus de leur lit, et sur lequel on voit des joueurs de saxophone. Et dans ce contexte actuel, on peut dire que le saxophone fait pleurer, hein. Le saxophone est considéré comme la prolongation de l'âme de l'instrumentiste, et si on considère que Bachir est l'instrumentiste dans ce contexte, son âme est donc torturée, ravagée par la douleur et les remords, même si, on va y revenir plus tard, ces remords ont été de courte durée. Donc on voit qu'il est à genoux, comme pour implorer et demander à expier ses manquements. Le fait qu'il se revoit assis face à Salma, mais cette fois avec les larmes qui coulent sur son visage, montre l'intensité de son désarroi et ce moment décisif lors duquel il aurait pu agir. Et c'est un moment qu'il va rejouer encore et encore dans son esprit, qui va devenir une prison pour lui. Il n'aurait peut-être pas pu sauver leur enfant, mais il aurait au moins pu secourir rapidement Salma par souci immédiat vital, et d'autant plus qu'elle n'était pas en état d'avoir une quelconque discussion dans l'état dans lequel elle se trouvait. Donc ce sont de
profondes leçons qui ont été mises en avant dans ces différentes scènes entre Salma et Bachir. Parfois, il est indispensable de différer l'expression de sa colère, de sa déception pour limiter les dégâts. Cette scène s'achève ensuite sur Bachir en position de fœtus, en référence à leur défunt bébé. Et cette position du fœtus est encore plus parlante quand on voit le vase marron qui est près de lui et qui, dans ce contexte, fait penser au ventre de Salma qui est désormais vide de cette vie qu'elle portait avec tant de douceur. Et cette jarre comporte un détail intéressant qui est ce point noir au centre, qui selon moi est en lien avec le cordon ombilical. Ce lien de mère à enfant qui a été rompu beaucoup trop tôt. Et la décoration qui se trouve juste au-dessus de ce point noir ressemble à une cicatrice en guise de meurtrissure que ce traumatisme dans la chair et dans l'esprit qu'a laissé et laissera à jamais cette perte en Salma. Et ce lien maternel, on le retrouve avec la mère de Salma accompagnée de son père qui veille sur elle à l'hôpital. Donc on est face à des parents qui se sont beaucoup remis en question par rapport au fait qu'ils l'avaient mise dehors, qu'elle a été livrée à elle-même plutôt que de l'assister vraiment médicalement. Et ils n'abandonneront plus leur fille. La présence de sa belle-mère est aussi touchante. Une petite parenthèse, une belle-mère qui est quand même aimante, qui est présente pour elle, qui est ouverte au dialogue et qui est bienveillante, je trouve, malgré tout. Et c'est une belle-mère comme beaucoup pourraient en rêver. Mais je l'ai trouvée quand même un petit peu indélicate lorsqu'elle a dit à Salma arrête de pleurer, ce n'est pas la fin du monde. Des enfants, tu en auras encore et encore. J'ai trouvé cela assez déplacé et déconnecté de la réalité parce que à cet instant T, Salma connaît l'intensité de sa douleur. Il n'y a qu'elle qui peut ressentir l'intensité de cette douleur qui est en elle. Et justement, tout son monde s'est écroulé avec cette épreuve. Donc je trouve que c'était une malvenue. Et donc au contraire, on devrait la laisser pleurer, extérioriser et lui permettre de faire son deuil à son rythme personnel et ne pas rajouter sur ses épaules une certaine injonction de guérison immédiate, bien que je comprenne que sa belle-mère ne l'a pas dit dans le but de la blesser, mais juste parce qu'elle a mal en fait de la voir si affaiblie et si désespérée. Son retour auprès de Rachid est atroce puisqu'il continue de l'humilier. Il décide d'ailleurs d'épouser sa secrétaire et annonce cette nouvelle à Salma sans prendre de gants en plein repas. Voilà. Donc c'est d'une violence inouïe, selon moi. Donc on voit qu'il refuse de la laisser partir. Il dit l'aimer. Mais c'est une définition de l'amour qu'il devrait revoir, je pense. Même si on ne peut pas donner de définition universelle de l'amour. C'est assez difficile d'une personne à une autre, c'est assez délicat. Mais là, clairement, il devrait revoir sa conception de l'amour. Et on constate que Salma, elle, a une analyse très honnête de la relation. Et elle lui dit que leur amour va devenir de la haine s'ils ne se séparent pas, car il y a eu bien trop de griefs entre eux. Donc elle part contre son gré. Ça peut être considéré comme un abandon du domicile conjugal, certes, mais là, dans ce cas de figure, moi, personnellement, je suis du côté de Salma. C'est juste impossible de vivre dans un tel contexte familial et marital. Là, elle a bien fait de prendre ses affaires et de partir. Heureusement que comme ami dans Karma, Salma a aussi son jazz qui n'est autre que son chauffeur et son confident en devenir, qui est le seul à la croire par rapport à ce qui lui est arrivé. Donc est-ce que vous pensez que dans la saison prochaine, dans la saison 2, je ne sais pas s'il y aura une saison 2, mais si c'est le cas, et j'espère, parce que c'est une série qui a eu beaucoup de succès et qui est vraiment excellemment réalisée, est-ce que vous pensez que Salma va réussir à obtenir le divorce par rapport à Bachir? Et est-ce que vous pensez que finalement c'est le chauffeur qui va devenir son confident, qui va aussi devenir son futur mari? Est-ce qu'il y a une idylle naissante qui va être amenée
à se produire et c'est une possibilité, ça serait peut-être intéressant également à exploiter. Mais je crois que dans un premier temps, Salma a besoin de se reconstruire déjà seule, de faire le point sur sa vie. C'est vraiment, elle a été beaucoup trop humiliée dans ce ménage. Et le mal retournant toujours à l'expéditeur, Asta est entre la vie et la mort suite à un accident. C'était prévisible qu'un malheur allait s'abattre sur Khadija et Asta. Donc la victoire de Khadija a été de courte durée. Et un autre point intéressant que j'aimerais relever, c'est la relation entre Khaliya et Siré. Alors, que dire? Je suis extrêmement déçue par Siré. Bien que je comprenne qu'il ait beaucoup de rancœur envers Bachir, par rapport à la manière dont il a traité sa sœur, mais Khaliya ne méritait pas un tel traitement. En fait, Khaliya est une belle personne, tout comme sa mère, je trouve. Et avec le frère de Salma, ils étaient tellement mignons. Ils nous l'avaient joué L'amour est dans le pré, même à un moment, je ne sais plus dans quel épisode, où elle était venue en immersion dans les champs avec Siré pour voir comment ils travaillaient. C'était vraiment mignon. J'avais aimé aussi leur timidité et leur manière assez délicate de s'appréhender l'un et l'autre. Ils respiraient la fraîcheur, l'innocence, et ça faisait du bien de voir en fait un couple innocent qui n'était pas basé sur des protagonistes qui sont constamment des blessés de guerre en amour, en fait. Ça faisait du bien, c'était rafraîchissant. Et le côté comique de Siré n'était pas pour nous déplaire. En tout cas, moi, personnellement, j'aimais bien. Et bien que son humour ne soit pas toujours opportun, comme lorsqu'il a déjeuné avec le père de Khaliya, c'était quand même rafraîchissant, c'était spontané, voilà, il y avait du naturel. Mais Siré... Siré était un personnage rafraîchissant, franchement. Il apportait de la légèreté. Il a été le seul à réussir à faire sourire Salma à l'hôpital lorsqu'il lui a rendu visite, tout en sachant se montrer réconfortant et protecteur. Il n'a pas honte de ses sentiments, puisqu'il a pris sa sœur dans ses bras. Donc c'est un personnage qui est difficile à décrire, parce qu'il oscille entre immaturité et lucidité et pertinence, parce qu'il dit quand même des choses pertinentes à Salma lorsqu'il va lui rendre visite. Donc c'était un personnage attachant, tout comme Khaliya. Donc ça a été une grande désillusion pour moi lorsque j'ai vu qu'il jouait avec les sentiments de la belle Khaliya, et dans le but de se venger sa sœur. Et il s'est mis à flirter avec une autre femme dans les champs. Donc malheureusement, voilà, ce couple a fait chou blanc. Donc à voir dans la saison 2 ce qu'il en adviendra d'eux. On voit qu'elle a quand même un certain caractère, elle se laisse pas faire. Pas sûr qu'elle lui donne une seconde chance, si toutefois lui il souhaitait bien sûr revenir à ses côtés. En parlant toujours des couples, le grand frère de Salma prend une belle décision en décidant de prendre un logement pour lui et sa femme uniquement, pour préserver leur intimité. Et il est même d'accord pour effectuer des examens plus poussés dans le cadre de leur infertilité présumée. Et vraiment, c'est une petite parenthèse, mais j'ai trouvé bien qu'il n'ait pas laissé ce personnage figé dans son obstination à ne faire aucun test lié à l'infertilité et à rejeter tout problème de santé sur sa femme uniquement. Et c'est quelque chose qui arrive malheureusement très souvent lorsqu'un couple cherche à concevoir. Dans beaucoup de cas, je n'ai pas de statistiques, donc je vais plutôt dire dans beaucoup de cas par rapport à ce que j'ai pu voir, à ce que j'ai pu lire, l'homme est tout de suite convaincu que le problème vient de sa femme et se ferme totalement à toute possibilité d'effectuer des tests pour voir si effectivement il n'y aurait pas une défaillance physique à son niveau également pour procréer. Donc on a été face à beaucoup de couples maudits dans cette saison, et dans ce couple malheureusement la femme donc arrive à tomber enceinte, mais bien entendu
elle tombe enceinte uniquement suite à l'agression du marabout qu'elle avait consulté. Donc ça va être compliqué également pour elle, puisqu'elle n'a pas osé dire à son mari qu'elle avait été victime de violences. Ça va être très très compliqué. Et cerise sur le gâteau, quelle belle surprise de voir l'actrice Marème Dial en fin d'épisode. J'ai hâte de voir la saison 2. Je crois qu'elle va être le cauchemar de Bachir. Je crois qu'elle va revenir pour venger Salma sans le savoir, indirectement. On a été face à un Bachir très, très lisse au début, hein, très pratiquant. Hormis son côté impulsif, on n'a pas eu vent d'une quelconque relation qu'il aurait eu auparavant. Donc est-ce qu'une femme a déjà fait les frais de son impulsivité, de sa violence verbale, voire peut-être même physique, sans que même sa famille ne soit au courant? Qui sait? D'autant plus qu'il est amené à voyager, hein, à certains moments. Donc est-ce que c'est à l'étranger qu'il l'a rencontré et qu'il a fait du mal à ce personnage incarné par Marème Dial? À voir. Donc j'ai vraiment hâte de voir la saison 2. C'était une série vraiment intéressante. C'est une série que j'ai découverte grâce à la chaîne de Sylvia Yeri TV, qui analyse justement des séries africaines. Et je n'avais pas du tout eu vent de cette série. Et au début, ça me donnait pas forcément envie. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Et puis j'ai regardé le premier épisode, le deuxième, et puis après c'était parti. J'avais besoin de voir la suite. J'ai accroché avec cette série grâce à la youtubeuse, hein, Sylvia Yeri TV, dont j'aime beaucoup les analyses également. En plus, elle a fait des études de cinéma, hein, il me semble, donc elle est vraiment pointue, hein, dans ses analyses. Et bon, malheureusement, en ce moment, voilà, petite parenthèse, je vois plus de vidéos de sa part. Je sais pas si vous avez des nouvelles. Vraiment là, c'est pas pour faire des cancans ou quoi que ce soit. J'espère juste qu'elle va bien. Voilà, je sais pas si vous avez de ses nouvelles. Voilà, ces analyses me manquent aussi, hein, également. Voilà, je me suis lancée dans les analyses, mais je consommais déjà des analyses si je peux dire ainsi, de Sylvia de Yeri TV. Donc j'espère en tout cas qu'elle va bien. C'était tout pour moi, pour l'analyse de cet épisode. J'espère donc que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de cette chaîne vous parle et vous plaît. Je remercie aussi les nouveaux abonnés. Vraiment, ça me fait plaisir et ça m'encourage à toujours créer encore plus de contenu. Donc, je vous retrouve très bientôt dans un nouvel audio et prenez soin de vous.